Bien. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, j'avais l'occasion de vous faire la première partie de l'Angraph, les concepts de base. Nous avons vu comment mettre en œuvre les concepts de base de l'Angraph, comment créer un agent l'Angraph. Il était question aussi de travailler sur l'agentic RAG. Il y a une partie que j'avais demandé concernant l'oracle agentique. Je vais revenir ce matin rapidement, juste une démo rapide, pour vous éclairer sur un certain nombre de points. Et tout à l'heure, je vous laisserai travailler. Je rappelle que l'oracle classique fonctionne comme ça. Vous prenez généralement des données non structurées à partir de fichiers PDF. Vous passez via des opérations de split, ce qui permet d'obtenir ce qu'on appelle les chunks. Et on passe via un modèle d'embedding. Et donc, c'est-à-dire, ce modèle d'embedding va permettre d'extraire la sémantique ou bien le sens du texte de votre fichier PDF. Et puis, tout ça, c'est enregistré dans une base de données vectorielle. Alors, dans notre cas, nous avons utilisé ChromaDB, mais il y a encore d'autres types de bases de données, comme je disais. En production, vous pouvez faire appel à des bases de données comme Postgres, pgvector store. Vous avez également utilisé Face, MongoDB, toutes ces bases de données peuvent être utilisées pour stocker des bases de données vectorielles. Et puis voilà, l'utilisateur il pose sa requête vers l'application. Et quand l'utilisateur pose la requête, généralement, ce qu'on fait dans l'Oracle classique, c'est qu'on va vers la base de données vectorielle et on va essayer donc de chercher le contexte. Et la recherche du contexte, c'est ce qu'on appelle la recherche de similarité. Donc, on va chercher quels sont les documents ou bien quels sont les chunks qui sont similaires à cette requête, qui sont en relation avec la requête. On récupère le contexte et puis ce contexte, on l'envoie via un prompt vers le LLM et le LLM va générer la réponse. Alors ça, on a déjà vu, vous avez déjà créé un chatbot qui respecte cette architecture avec Streamlit. Donc ça, c'était une activité pratique qui est importante. Mais vous avez sans doute constaté que ce rack classique présente quelques inconvénients. Alors les inconvénients, c'est quoi? C'est pas question de hallucine, parce que l'hallucination, on a dit, on l'a éliminé via le système message, parce qu'on lui dit, si la réponse n'existe pas dans le contexte, réponds avec je ne sais pas. Donc ça c'est, on limite l'hallucination. Mais par contre, c'est quand vous avez une question qui est relativement plus complexe, quand vous avez une question plus complexe, eh bien, généralement, c'est très difficile de retrouver le bon contexte. Donc, ce qui fait que nous avons besoin, généralement, quand la question est complexe, nous avons besoin d'abord de la présenter à l'agent, et l'agent va l'analyser, il va la décomposer en plusieurs questions élémentaires, et puis il va chercher donc le contexte pour chaque question élémentaire. Et donc, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle un RAG agentique. Et le principe du RAG agentique, c'est l'utilisateur, il pose sa question à l'agent. L'agent va directement vers le LLM, pour lui présenter la question plus les tools dont il dispose. Et puis le LLM va retourner, va décider quels sont les tools que l'agent doit appeler. Et comme la question généralement elle est complexe, donc il va la décomposer en plusieurs étapes. Donc ça c'est la planification de l'agent. Et l'agent il va faire appel c'est-à-dire aux tools. Et donc il fait appel parmi les tools, il y a ce qu'on appelle le retriever. Retriever, donc c'est le tool que l'agent va utiliser pour retrouver le contexte à partir de la base de données vectorielle. Donc, on récupère le contexte à partir de la base de données vectorielle. Donc, généralement, la question qui est posée là, c'est une question élémentaire, c'est-à-dire subquery. Autrement dit, l'agent, il va diviser donc la question. Il va, par exemple, j'ai pris l'exemple la dernière fois quand vous lui dites, par exemple, je voudrais comparer les compétences de Hassan et de Yassine dans le domaine du machine learning. Donc, ça, c'est une question. Et l'agent, lui, il va la décomposer en deux parties. Donc la première partie, c'est qu'il va d'abord demander à l'agent, va me chercher les compétences de Hassan.
La deuxième partie, c'est va me chercher les compétences de Yacine et puis il va comparer ses compétences. Donc, voilà, donc ça c'est le contexte 1 et puis il va encore faire pour la deuxième partie du contexte, la troisième partie, la quatrième partie. Et ça, on est sûr que l'agent va pouvoir récupérer tout le contexte nécessaire qui permet donc d'apporter des éléments de réponse. Et donc, une fois que le contexte est disponible complètement chez le LLM, donc le LLM va générer la réponse. Donc, ça, c'est en fait l'idée principale du RAG agentique. Alors, au niveau démonstration, donc, je rappelle, donc, je vais rapidement rappeler un peu les éléments de démonstration. En même temps, c'est un petit rappel. Alors, donc, je vais créer un nouveau projet. Alors, je vais créer un dossier que je vais appeler Lang agentique RAG, Lang graph, LG. Donc, je crée le dossier. Et puis, donc, je vais l'ouvrir. Donc, je vais lancer une nouvelle fenêtre et j'ouvre le projet que je viens de créer dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, je crée le projet et on va recommencer donc nos étapes classiques. D'abord, alors, donc, je rappelle, donc, vous aurez besoin, on utilise UV, donc, pour initialiser le projet. Alors, je vais l'initialiser, mais j'ai expliqué la dernière fois, si vous avez plusieurs versions de Python dans votre environnement, parfois il est important de bien préciser où vous voulez initialiser l'environnement avec quelle version de Python. Pour ça, vous pouvez utiliser donc l'option Python. Par exemple, moi je vais utiliser la version 3.13 par exemple. Et puis, donc on va créer l'environnement. Alors, bien sûr, ici donc on voit bien la version de Python, on voit le projet il est initialisé avec cette version-là, donc tout ça. Et puis donc je vais ajouter les dépendances. Donc d'abord l'environnement de ces VNV, UV, VNV. Et puis on va activer l'environnement. Donc source VNV bin activate. Alors ça c'est pour le Mac. Alors bien sûr pour vous, vous avez l'habitude d'utiliser votre script pour Windows. Et puis donc on va installer un certain nombre de dépendances. Alors quelles sont les dépendances dont on a besoin? Donc j'ai besoin de la dépendance d'abord bon IPyKernel, bon ça c'est comme d'habitude IPyKernel parce qu'on va utiliser un notebook Jupyter kernel IPyKernel UV. Et puis on va utiliser donc les dépendances. Donc LangChain, oui. Alors je vous laisserai vous suivre. N'essayez pas de trop vous focaliser sur les trucs techniques, d'accord? Regardez la démo, ok? Alors donc et les dépendances dont on a besoin, c'est quoi? C'est donc vous aurez besoin de LangChain. On aura besoin d'utiliser LangGraph, LangChain, LangGraph. Vous aurez besoin d'utiliser LangChain OpenAI. Vous aurez besoin d'utiliser LangChain Community. Vous avez besoin d'utiliser ChromaDB, Chrome Vector Store, ChromaDB. Et puis vous aurez besoin d'utiliser LangChain Text Splitters. Et puis vous aurez besoin d'utiliser donc Python.env. Voilà.
.env. Alors ça c'est, mais après, bien sûr, donc au fur et à mesure, donc il y a d'autres dépendances qu'on va ajouter en fonction du besoin. Alors, donc je rappelle, donc je crée un notebook que je vais appeler donc le RAG agentic RAG. Alors pour le moment, on va créer un fichier .ipy notebook project nb. On sélectionne le noyau et puis on va commencer à importer nos packages. Alors d'abord from LangChain. Alors from bon déjà dans le RAG, vous aurez besoin d'indexer vos documents PDF, d'accord? Donc, ce qui fait que vous avez besoin d'un loader pour charger le fichier PDF. Vous aurez besoin donc d'un Vector Store. Alors, ici, donc, c'est LangChain Community. Alors, ça, c'est Document Loaders. Alors, pour charger les documents, vous aurez besoin d'utiliser PyPDF Loader. Je suppose que je vais utiliser un fichier PDF. Vous aurez besoin d'utiliser from LangChain OpenAI embedding. LangChain OpenAI embeddings import OpenAI embedding. Ça, c'est pour la vectorisation. Et vous aurez besoin de ChromaDB, notamment from LangChain Community Vector Store. Vous aurez besoin d'utiliser Chroma. Alors ça, c'est... Et puis, donc, bien sûr, vous aurez besoin de .env, IPython. Vous importez la fonction load.env. Et puis, donc, vous avez besoin de charger les clés OpenAI. Dans notre cas, c'est load.env. Et vous utilisez override égale à true. Alors, ça suppose que vous créez dans votre projet un fichier .env dans lequel vous mettez les clés OpenAI. Voilà. Alors maintenant, ça devient une habitude pour vous. OpenAI API key. Vous mettez égal et vous mettez la valeur. Alors, donc, je prends une clé OpenAI. Alors, je prends une clé OpenAI que je vais créer. Test. Copier. Voilà, CTRL V. Alors ça c'est pour la clé pour le moment OpenAI. Il ne faut pas oublier d'enregistrer ça. Et surtout n'oubliez pas ce fichier .env, il ne faut pas oublier de l'ajouter à gitignore. Ça vous avez l'habitude de pour ne pas pousser ce fichier-là dans votre repo, dans votre dépôt GitHub, qu'il faut l'ignorer. C'est des clés qui doivent rester dans votre machine. Et donc si vous exécutez, donc voilà. Et puis donc on aura besoin de document loader. On va le créer. Donc, loader égale PyPDF loader. Et on va prendre un fichier PDF. Bon, donc je vous demande toujours d'utiliser des documents que vous connaissez. Alors moi, j'utilise toujours mon CV personnel parce que je connais déjà le contenu. Donc ça permet de vérifier ce que votre RAG fonctionne bien. OK? Alors je prends celui-là. Je prends un fichier PDF ici, CV, que j'ai ici copié. Et je vais le mettre là.
Voilà. Alors, le fichier s'appelle CV PDF. Donc, ça, c'est un fichier. Et puis, donc, on a besoin de faire un text splitter. Donc, splitter. Alors, pour le text splitter, euh, on va utiliser donc alors, text splitters from, on va importer from LangChain text splitters. On va importer recursive character text splitter. Donc, c'est recursive character text splitter from TickToken encoder. En fait, on va faire un split, mais on voudrait bien compter chaque split ou bien chaque chunk devrait contenir un certain nombre de tokens. Et donc, nous aurons besoin d'utiliser donc TickToken. Alors, quel encoding model qu'on va utiliser? Donc, vous devrez connaître le nom. Sinon, vous importez TickToken. Il faut l'installer. Donc, UV add TickToken. On l'importe. Puis directement ici, donc on va utiliser encoding. Il y a une erreur? C'est bien. Alors, TickToken, voilà, merci. Alors, donc encoding model. Donc, c'est TickToken. Je peux utiliser from model, c'est-à-dire je veux utiliser un tokenizer, si vous voulez, qui est dédié pour GPT par exemple, le for O mini, par exemple. Alors, si vous voulez, ça, c'est le tokenizer. On a déjà vu ça. Et donc, une fois que vous avez le tokenizer, donc vous pouvez toujours afficher son nom si vous voulez. Alors, tokenizer name. Ouais, donc par exemple, pour GPT-4o, le modèle s'appelle, voilà, O200K base, etc. Et donc, vous pouvez mettre ici, sinon, vous mettez directement, c'est tokenizer dot name. Normalement, ici, vous mettez le nom du tokenizer que vous allez utiliser. Et donc, il y a chunk size. Alors ici, par exemple, je vais mettre, par exemple, 300 tokens sur chaque chunk. Et puis, vous avez une caractéristique qui est très importante, c'est chunk, comment il s'appelle? Overlap. Donc, rappelez-vous, donc, c'est le chevauchement entre les chunks. Et donc, je vais utiliser, par exemple, 20 tokens. Alors, ça, c'est le splitter. Donc, une fois que vous avez le splitter, maintenant, ce qui reste, c'est de créer, de stocker ça de créer les chunks. Alors, pour créer les chunks, donc, on va déclarer une variable chunks à quoi est égal. Donc, on va utiliser loader et on va lui dire load and split. Load and split avec quoi? Avec le splitter. Donc, on va lui demander de charger le fichier PDF et en même temps, il va le découper en un ensemble de chunks. Mais pour faire, pour splitter, il va utiliser une stratégie. Quelle stratégie qu'il va utiliser? Il va utiliser recursive character text splitter. Alors, ça, c'est les chunks. Alors, il y a ici une erreur. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance qu'il faut installer. C'est PyPDF. Alors, UV add PyPDF. Et on va reprendre. Voilà. Donc, l'opération, elle est faite. Et on va regarder. Si vous voulez afficher le nombre de chunks qu'il y a dans ce document, vous utilisez len de chunks. Alors, ici, dans mon cas, ici, dans mon CV, donc j'ai 57 chunks.
Et puis, donc, si vous voulez afficher un chunk, par exemple, vous pouvez faire chunks de... C'est un tableau. Et vous voyez donc, je rappelle juste, chaque chunk, c'est un document. Et un document, il a page content et il a ce qu'on appelle les metadata. Alors, donc, si vous affichez les metadata, ça va vous donner que des métadonnées, comme par exemple, la date, le titre du document, le nom du fichier, PDF, le nombre total de pages, le numéro de la page, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées, les métadatas. Ou bien, il y a page content. Alors, page content, c'est ce qui nous intéresse, c'est le texte, c'est-à-dire le texte du chunk lui-même. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est que une fois que j'ai les chunks, je vais stocker tout ça dans la base de données. Alors, Victor Store. Donc, Victor Store. On va utiliser Chroma from Documents. Donc, on va charger ça en utilisant d'abord quels sont les documents. Alors, les documents, c'est les chunks. Et quel est le modèle de embedding model? Alors, ici, donc, il a besoin de vectoriser. Alors, document, c'est chunks. Alors, ça, c'est from documents. Alors, c'est quoi embedding model? Il faut le créer. Et pour créer embedding model, donc on va utiliser embedding model. À quoi est égal? C'est OpenAI embedding. Voilà. J'utilise le modèle qui est par défaut. Donc, je rappelle que le modèle OpenAI embedding est par défaut. Donc, vous pouvez le retrouver ici. Les paramètres par défaut, c'est quoi? C'est embedding model. Voilà, c'est text embedding ADA 002. C'est ce qui est utilisé par défaut. CTRL-Z. Et puis, donc ici, donc, je vais utiliser embedding model. Et puis, vous aurez besoin de spécifier le nom de la collection. Alors, collection name. Et comment s'appelle la collection? Donc, je vais, s'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît. Alors, la collection, on va lui donner le nom CV, par exemple, data collection. Ça, c'est le nom de la collection. Et je pense c'est tout. Alors, ici, donc, voilà. Donc, ici, l'opération va se faire, tout se passe pour le moment in memory. Mais si vous souhaitez que le vector store soit stocké dans une base de données, il faut spécifier le nom du dossier persist directory. Alors, si vous mettez persist directory, vous spécifiez le nom du dossier dans lequel il va stocker le vector store. Mais dans la phase de test, c'est pas la peine de l'utiliser parce que vous testez, donc vous stockez tout ça en mémoire. Donc, à chaque fois que vous exécutez, il va refaire le même travail. Alors, c'est fait. Alors maintenant, une fois que c'est fait, nous aurons besoin maintenant de créer le retriever, c'est-à-dire l'objet qui va nous permettre de chercher, de faire la recherche de similarité ou bien la recherche sémantique. Donc ici, retriever, on le crée à partir de vector store as retriever. Et on va spécifier un paramètre. Le paramètre, c'est voilà, keyword args. Alors, il y a un paramètre k. On va spécifier par exemple 10. Alors, 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais chercher les chunks qui sont similaires, elle va me chercher les 10 paragraphes les plus proches ou bien les plus similaires si vous voulez. Vous pouvez mettre 5, donc ça c'est un nombre, c'est un hyperparamètre. Voilà, donc ça c'est donc vous voyez ces premières étapes, c'est ce qu'on appelle le document indexing, c'est l'indexation du contenu. Prendre des fichiers PDF
et de les stocker dans la base de données. Alors maintenant, du moment qu'on va créer un agent, on va utiliser le RAG comme tool. OK? Et bon, pour définir un tool, donc je vais définir une fonction que je vais appeler retriever tool. Alors ce tool-là, je vais lui donner la question query de type string et il va me retourner un contexte qui est aussi de type string, si vous voulez. Je vais le garder de type string. Et puis, je rappelle que les tools doivent obligatoirement avoir un commentaire, un docstring, c'est-à-dire un commentaire de documentation qui permet de décrire ce que permet de faire le tool. Alors ici donc, je peux écrire par exemple, permet de chercher des informations sur des candidats. Je peux mettre point, par exemple, quel type d'information, il y a le nom, prénom par exemple, diplôme, expérience, compétences, etc. Donc, c'est très important. Dans votre document PDF, ça se rapporte pour un domaine précis. Donc, il faut savoir donc le domaine d'application. Il faut lui donner une description qui indique dans votre document qu'est-ce qu'il y a de manière générale dans ces documents. Et puis, voilà ce qu'il va faire. Et on va tout simplement utiliser le retriever que nous avons créé ici, celui-là. Et on va utiliser invoke. Alors, invoke, on va lui donner la requête, le query. Et il va nous donner ce qu'on appelle le relevant chunks. C'est-à-dire quels sont les documents similaires. Bon, c'est relevant chunks. Donc ici, il va prendre la requête, il va chercher dans la base de données vectorielle quels sont les documents qui ont une similarité avec cette question. Bon, il va me retrouver ça, mais ça, c'est une liste de documents, ok? Donc c'est une liste de documents, et comme c'est une liste de documents, ce qui m'intéresse, c'est que page content. Donc, et pour cela, je vais utiliser donc, je vais prendre donc context list qui se forme d'une liste. Donc, je peux faire un for pour chaque document in relevant chunks. Alors, ça, c'est relevant chunks. Ce qui m'intéresse, c'est des page content. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je vais créer une liste dans laquelle je vais garder que les page content de chaque document. Donc, je vais ignorer pour le moment les métadonnées. Sachant que dans la pratique, c'est que les métadonnées sont très importants. Pourquoi? Parce que quand on va indexer le contenu, souvent on ajoute ce qu'on appelle des métadonnées dans le document. Pourquoi? Parce que parfois pour rechercher, on va d'abord se baser sur les métadonnées. On peut filtrer d'abord par les métadonnées et après on passe vers la recherche sémantique. C'est-à-dire il y a parfois des situations dans lesquelles, avant de passer vers la recherche sémantique, je vais d'abord chercher les chunks qui ont des métadonnées particulières. Et comme ça, je vais filtrer par les métadatas. Et puis par la suite, je fais la recherche sémantique. Bon, ça, on y reviendra. Donc ça, c'est context list. Et maintenant, c'est-à-dire c'est une liste qui contient des page content. OK? Alors maintenant, je vais concaténer ces pages, ces page content, je vais les concaténer dans un texte. Je vais appeler contexte. Et ce contexte, c'est quoi? Donc, je vais prendre un espace, point, ou plutôt point, espace, et je fais join. Et je donne cette liste. Donc ça, c'est context list. Voilà. Et je vais retourner, c'est le contexte.
Ça, c'est cette fonction-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? On lui donne une question et il va dans la base de données vectorielle, il nous cherche quels sont les paragraphes qui sont en relation avec cette question. Alors maintenant, ça doit être un tool pour notre agent. Donc c'est pour cela on va importer le décorateur tool. Donc ici import donc from LangChain tools import tool. Ça c'est un décorateur qu'il faut mettre sur la fonction. Si c'est un tool. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est de créer l'agent. Alors donc pour créer l'agent, nous avons maintenant deux solutions. La première, c'est LangChain. Ça, c'est ce que nous avons déjà fait. C'est la plus simple. Vous pouvez toujours commencer. Si vous voulez créer un simple agent simple avec les tools, ça sert à rien d'aller vers LangGraph parce que create agent, ça vous donne déjà un agent qui est basé sur LangGraph. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Et par la suite, au lieu d'utiliser donc l'agent LangChain, il va falloir le remplacer par l'agent LangGraph. OK? Alors pour cela, donc from, là je vais préférer tout ça, importer tout ça ici. Donc from LangChain agents, vous importez quoi? Create agent. Alors create agent, c'est un React agent. Et lui-même, il est basé sur un agent LangGraph. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Alors, donc, pour créer l'agent, donc, on va utiliser agent égale, c'est create agent. Alors, l'agent, il faut lui donner le LLM, le cerveau. Et c'est quoi le cerveau? C'est LLM. Donc, ici, donc, je vais utiliser chat OpenAI. J'ai pas importé, je pense, n'est-ce pas? Alors, from LangChain OpenAI, LangChain OpenAI, import chat OpenAI. Donc, c'est chat OpenAI. Alors, c'est quoi le modèle? GPT-4o mini. Et si vous voulez la température, si vous voulez être précis, vous mettez 0, max tokens, etc., etc. Alors ici, donc, c'est quoi le modèle pour l'agent? C'est le LLM. Donc l'agent, c'est plutôt le cerveau, c'est le LLM. C'est quoi les tools? Alors pour le moment, il y a un seul tool. Comment il s'appelle le tool? C'est Retriever Tool. C'est-à-dire c'est lui qui permet d'exploiter l'Oracle. L'agent, il sait comment aller vers l'Oracle pour récupérer son information. Et puis vous avez besoin de système prompt. Alors, système prompt, dans notre cas, on va lui dire répond à la question de l'utilisateur. En utilisant les tools fournis. Voilà. Alors ça, c'est pour notre agent. Alors, et puis on va le tester. J'ai response et vous mettez ici agent. Alors ici, c'est mal structuré là. Comme je sais. Voilà. Alors ici, donc, je vais utiliser agent, quoi? Dot invoke. Alors dans invoke, donc vous mettez le input. Alors dans input, vous avez un objet qui contient messages. Et dans messages, vous avez une liste de messages. Et quel message qu'on va utiliser? On va utiliser human message. Alors from LangChain messages import human message. Alors vous voyez bien, c'est une révision sur pas mal de points.
Alors ici, donc, je vais utiliser human message. Et la question, je vais lui demander, par exemple, je veux le nom, le prénom, diplôme, par exemple. Ça, c'est une question qu'on va poser à l'agent. Nous allons avoir la réponse. Donc, en quelque sorte, il faut bien qu'on pense que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est qu'on pose notre question, on ne la pose pas directement au retriever. On la pose vers l'agent. L'agent, il connaît ses tools, il va vers le LLM. Le LLM, il va raisonner, il va déterminer quelle est l'action à prendre. Donc, il va lui demander de faire appel à un tool. C'est à ce stade-là que l'agent va utiliser le retriever tool. Il va vers la base de données vectorielle, il va chercher les chunks. Ici, c'est une question simple, donc ça va être un seul appel. Mais si c'est une question complexe, d'ailleurs, c'est ce qu'on va tester tout à l'heure, donc il devrait encore faire plusieurs appels jusqu'à ce qu'on récupère le contexte. Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors, maintenant, il reste juste à regarder le résultat. Et pour regarder le résultat, donc, je vais afficher avec Markdown. Bon, si donc pour cela, on peut directement faire print response. Alors la réponse c'est messages. Je vais chercher le dernier message et qu'est-ce qui m'intéresse c'est content. Alors vous voyez donc j'ai bien une réponse en format Markdown, donc je vais la formater en utilisant from IPython display. Je vais importer Markdown. Et puis donc j'affiche ça au format Markdown. Je vais l'interpréter. Donc c'est print display de Markdown de tout ça. Voilà. Donc ici donc j'ai le nom et le prénom et j'ai la liste des diplômes. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter un autre tool. Donc c'est parce qu'en fait dans les chatbots, on va pas bâtir tout le chatbot sur uniquement le document PDF, n'est-ce pas? Soit il a besoin d'aller vers la base de données, de chercher des capteurs, peut-être de regarder la caméra. Donc, l'agent, on a besoin de lui donner plusieurs tools. Alors, par exemple, ici, donc, ce que je vais faire, je vais créer un autre tool que je vais ajouter. Def. Supposons, je voudrais avoir les informations sur l'entreprise d'appartenance, par exemple, c'est une information qui n'existe pas dans le CV. Parce que en fait, dans le CV, le candidat ne va pas mettre des informations concernant l'entreprise. Mais moi, je vais demander à l'agent, je veux aussi avoir une information sur l'entreprise, par exemple, du candidat. Donc, je vais créer une fonction que je vais appeler get company info, oui. Oui. Alors, get company info, donc je vais avoir un paramètre company name, le nom de la compagnie. Et puis, on va supposer ici qu'on va retourner des données statiques, un objet dans lequel on va garder company name, c'est le même nom. Par exemple, le domaine de l'entreprise, par exemple, je suppose c'est IT. Et je suppose par exemple le chiffre d'affaires. Alors tout ça, c'est des données privées que je vais chercher à partir d'un moteur de recherche, peut-être d'un annuaire, je sais pas quoi. Alors ici, je vais mettre un chiffre quelconque. Chiffre un peu plus grand. Et etc. Le nombre d'employés, etc., etc. Donc en tout cas, vous mettez des informations. Ici, vous mettez un commentaire. Bon, ça c'est un tool. OK? Et comme c'est un tool, il faut obligatoirement avoir un commentaire qui explique le tool.
Alors, dans notre cas ici, donc on va dire consulter les informations, sur l'entreprise donnée. Bon, je fais quelque chose de plus simple, mais bien sûr, il faut améliorer tout ça. Donc ça, c'est un deuxième tool. Et bien, ce tool, je vais l'ajouter à l'agent. Donc c'est quoi ça? C'est get company info. Et maintenant, je vais essayer de lui poser la question. Je vais lui dire, je veux le nom, le prénom, le diplôme et les informations sur son entreprise. Et ça, c'est intéressant. Peut-être, on va regarder. Alors, on affiche le résultat. Alors, ici, donc, nom, prénom, diplôme, par exemple, de Yousfi, par exemple. Et les informations sur son entreprise. Donc, on va regarder. Parce que techniquement, par ici, pas l'idée principale. Il va d'abord regarder le CV, les informations sur la personne. Il doit détecter c'est quoi son affiliation, n'est-ce pas? Et après, il va vers un autre tool pour chercher les informations sur l'affiliation. Alors, si ça marche ici, on va regarder. Voilà. Alors, vous voyez donc, je vois bien Yousfi, je vois la date de naissance, je vois email, téléphone, situation, etc. Je vois les diplômes, la fonction actuelle, les informations sur l'entreprise. Alors, vous voyez donc si le domaine c'est IT et je vois le chiffre d'affaires. Alors, bon, ça c'est en quelque sorte ici à partir de là, c'est une question composée. Alors forcément, l'agent il sait comment la décomposer, faire appel à différents tools. Alors maintenant, si vous voulez bien comprendre, simuler un peu ce que vous faites, c'est important donc de faire ça sur LangGraph Studio. Donc ça c'est ce que j'ai demandé la dernière fois. Donc si vous voulez utiliser LangGraph Studio, donc voilà ce qu'il faut faire. Vous aurez besoin de créer une application sous forme d'un fichier Python. Ce que je vais faire, je vais transférer tout ça dans une seule application, parce qu'après je vais vous demander d'ajouter une interface Streamlit, etc. Ok? Donc je vais créer un fichier que je vais appeler app.py. Et puis, je vais faire des copier-coller rapidement. Donc, ça, c'est les importations d'abord. Ensuite, load.tnv. Ensuite, suivez avec moi, donc pour ne pas sauter des choses. Loader. Et puis, j'ai besoin. Loader, j'ai déjà fait. Tokenizer. Et puis le splitter. Ici. Splitter. Et puis, après le splitter, donc tout ça, c'est load and split. Une fois que je fais load un split, donc vous allez, tout ça c'est de l'affichage, embedding model. Après embedding model, c'est Vector Store. Et après Vector Store, c'est le retriever.
Et après le retriever, c'est le tool. Tout à fait. Alors, j'ai besoin des tools, donc j'ai le premier tool. J'ai besoin du premier tool, donc ça c'est le retriever tool. Et le deuxième tool que j'ai créé, c'est Get Company Info Tool. À tes souhaits. C'est bon? Donc j'ai les tools. Après, c'est quoi? C'est l'agent. Alors, vous voyez, donc c'est pas compliqué. Donc, vous avez les éléments ici qui sont résumés. Donc, le LLM et l'agent. Parce que je veux créer une application. Parce que normalement, le notebook, c'est juste pour tester. Une fois que vous testez, vous avez ça, à un moment donné, ça devient une application. Et comme ça devient une application, donc il faut aller vers un fichier .python. Donc, je crée l'agent. Et ce que je vais faire, donc ici, une fois que vous créez l'agent, vous pouvez utiliser l'Graph Studio, qui vous permet donc de tester cet agent. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Une fois que vous arrivez là, eh bien, pour tester avec l'Graph Studio, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous aurez juste besoin de créer un fichier qui s'appelle le fichier s'appelle, c'est l'Graph.json, ce fichier-là. Copier. Coller. Alors, ce fichier-là, qu'est-ce qu'il contient? Bon, vous déclarez juste les dépendances. Ici, on va utiliser LangChain OpenAI. Ici, on va déclarer les graphes qu'on veut tester. Nous avons un graphe ici. Alors, dans notre cas, l'graph, donc je vais lui donner par exemple agent rag graph. Ici, je peux lui donner un nom quelconque. Et puis maintenant, le fichier se trouve où? C'est-à-dire le graphe se trouve dans quel fichier? Le fichier s'appelle app.py. Donc, ce qui fait que dans le fichier langgraph.json, donc je vais mettre ici app.py. Et dans le fichier app.py, ça c'est le nom du fichier, ici, et ça doit respecter ça. Je vais mettre la variable qui contient l'agent. Alors, dans mon fichier ici, comment s'appelle l'agent? Il s'appelle agent. Mais je peux l'appeler par exemple myAgent. Ici. MyAgent, ok? Alors, si vous l'appelez myAgent, donc ça veut dire ici, vous allez mettre myAgent. Et puis, vous dites où se trouvent les variables d'environnement. Ici, dot env. Donc, c'est-à-dire, vous lui dites où se trouvent les variables d'environnement. Et dans les variables d'environnement, il a besoin de trouver, bien sûr, OpenAI API Key, mais il a besoin de trouver ce qu'on appelle, c'est LangSmith API Key. Alors maintenant, si vous voulez travailler avec LangGraph Studio, il vous faut aller créer un compte LangSmith. Vous cherchez LangSmith. Vous suivez? Alors, donc LangSmith, et dans LangSmith, il faut s'authentifier. C'est gratuit. Une fois que vous êtes authentifié, vous allez créer une API Key, c'est gratuit. Donc ici, vous allez vers Setting. Et vous avez ici API Key. Et vous créez cette clé. Vous lui donnez un nom. Une description ici. LangSmith API Key. Vous créez la clé. Et cette clé-là, il faut la retenir. Il faut la mettre dans les variables d'environnement. Et comment doit s'appeler la variable d'environnement? Ben, ça doit porter ce nom-là. C'est LangSmith API Key. Il faut le respecter. C'est LangSmith API Key. LangSmith API Key. Je pense qu'ici, il n'y a pas de underscore. LangSmith, c'est comme ça. LangSmith API Key. Et puis vous mettez égal, vous mettez la clé. Donc, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses,
c'est que il vous faut installer. Donc, si vous regardez dans Lanksmith ici, je pense que, alors, je vais chercher encore ici Lanksmith. Alors, voilà. Donc, si une fois que vous êtes authentifié sur Lanksmith, vous allez trouver un guide ici. Vous voyez Studio Quick Start. Alors, dans Studio Quick Start, vous voyez donc il vous demande d'installer. La première des choses, c'est d'installer euh, LangGraph CLI. Alors, moi, ce que je vais prendre cette dépendance-là. Et comme je vais utiliser UV, ok, donc je vais utiliser UV add LangGraph CLI. Et il faut pas oublier d'activer l'environnement. Et puis vous exécutez la commande langgraph dev. Alors ça c'est, alors ici il y a une erreur, il m'indique je sais pas ce que j'ai fait, langgraph dev. Alors qu'est-ce qui manque ici? Ah, il m'indique que le port il est déjà utilisé parce que je l'ai déjà démarré dans une autre application ici. Donc je dois l'arrêter. Alors c'est pas ici, ça doit être celle-là. Ici, pas ici. Voilà. CTRL C. Alors cette étape-là, elle est très importante parce que voilà, il va vous permettre, surtout avec LangGraph, vous aurez toujours besoin d'utiliser ça. Il démarre un serveur local, en localhost. Vous voyez ici. Ça c'est ce qu'il fait au démarrage sur le port 121.0.1, etc. Et il vous lance l'application sur. Alors ici, il y a des erreurs. Ici, il nous indique, regardez, il y a une erreur sur graph.py. Alors, CTRL C. CTRL C, parce que ça défile tellement, on ne peut pas avoir l'erreur comme ça. Alors ici, myAgentRag. Ici, il m'indique que la variable agent. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui cloche. La variable il m'indique que la variable agent, alors que moi, est-ce que je suis dans le bon? Oui. Alors ça, c'est le bon. Ici, c'est my. Normalement, la variable s'appelle myAgent. Est-ce que je n'ai pas enregistré ce fichier-là? Donc, je vais en regarder le fichier app.py. La variable s'appelle myAgent. Enregistré. Et je redémarre. Il faudrait bien qu'il y ait une correspondance entre ce que vous avez déclaré dans langgraph.json et avec ce que vous avez ici. Et quand vous changez là, il faut enregistrer. Et vous allez voir maintenant, une fois qu'il va démarrer le serveur, langgraph, il va afficher ça sur cette interface qui est très utile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette interface? Donc, je vois le graphe. Vous voyez donc, j'ai créé un agent. J'ai créé un agent LangChain, mais déjà, je vois que l'agent LangChain lui-même, c'est un graphe, n'est-ce pas? Donc, je vous ai déjà montré la dernière fois comment créer un graphe comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de tester. Ça, on peut tester plusieurs volets. Par exemple, je vais ajouter un message. Je vais lui demander, par exemple, je veux le nom, prénom et liste des diplômes. Et des informations sur son entreprise. Alors ici, des diplômes de Mohamed Yousfi. Voilà. Et les informations sur l'entreprise. Alors, je fais submit. Et là, on peut voir ici le process, comment ça se déroule. Alors, je vois ici déjà
Voilà, il est en train de répondre. C'est bon, ça marche. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois start. Au départ, c'est la question. Et après, il a appelé le modèle, le LLM. Alors, il lui a présenté la question. OK? Alors, d'abord, c'est le modèle. Et donc, le modèle a demandé quoi? De faire appel à un tool qui s'appelle Retriever Tool. Mais Retriever Tool, qu'est-ce qu'il lui envoie comme paramètre? C'est le nom. Et puis, il lui demande également d'appeler un autre tool qui s'appelle Get Company Info. Alors ici, donc, il y a deux tools qui sont appelés. Le premier, il va retourner ça. Le deuxième va retourner ça. Vous voyez? Ça, c'est le domaine, etc. Et puis, à la fin, le modèle, il va vous générer une réponse complète avec des informations sur l'entreprise. OK? Alors, ça, pour le moment, c'est un cas très simple parce que là, je crée un seul agent, d'accord? Mais notre objectif, c'est qu'à un moment donné, vous allez créer des graphes un peu plus complexes, des graphes d'agents. Et quand vous avez un graphe d'agents, vous allez commencer à introduire des fonctionnalités, comme par exemple le human in the loop, c'est-à-dire que l'être humain, il doit intervenir pour prendre les décisions. Donc, et ça, c'est très utile parce que ça va nous permettre de tester, d'avoir une visibilité sur le graphe. C'est clair? Parfait. Alors, ça, c'est la démo que je voulais vous rappeler parce qu'il faut absolument travailler cette partie-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça, sauf que, bah, au lieu de créer un agent, c'est-à-dire, plutôt LangChain, bah, vous faites tout ça, l'Oracle, ça c'est la partie RAC que je rappelle, ça c'est le tool, ok? Et au lieu de faire ça, donc vous allez créer un agent LangGraph. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser Create Agent, vous allez plutôt utiliser, vous allez créer les nœuds. Donc, ça, c'est le nœud de l'agent. Ça, c'est should continue. Donc, comme on a vu la dernière fois. Et ça, c'est le graphe. Donc, vous avez vous avez le state. Alors, le state, c'est le même state que nous avons l'habitude d'utiliser. Ici, vous voyez. C'est simple agent state. OK. Alors, dans les slides, vous pouvez voir, par exemple, si vous voulez loguer, c'est très important d'utiliser un logger. Parce que parfois on a besoin de loguer donc les requêtes HTTP, donc ça c'est important. Voilà, il y a le nœud, ça c'est le nœud, should continue, et puis donc il y a, pourquoi il y a should continue? Parce que ici vous avez une boucle, ok? Voilà, donc il y a le add conditional age, parce que ici donc il y a une condition, bref, donc voilà. Mais après tout le reste, c'est la même chose, ok? Voilà, donc vous reprenez donc cette partie-là. Donc c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de travailler sur cette partie. Si vous avez déjà travaillé en fait les activités passées, donc ça veut dire que vous avez déjà la base sur laquelle vous allez vous baser pour créer votre agent RAG.